Et une raison de plus de faire le plein chez Esso. L'essence du progrès. Esso. Sur Internet, le harcèlement prend une nouvelle dimension. Je voulais en finir avec ma vie, du fait d'être détestée de tout le monde. Cachés derrière leurs écrans, les jeunes ne se rendent pas toujours compte du mal qu'ils peuvent faire. Ce n'est pas parce qu'on croit être totalement anonyme qu'on a le droit d'être grossier, raciste ou xénophobe. Malgré ces excès, malgré ces dérives, la vie sans Internet est inconcevable pour les jeunes. Ça peut couper du monde, quoi. Une consommation que ne comprennent pas toujours les parents. T'as déjà vu les discussions que t'as sur Facebook? C'est bonjour, ça va, lol. Les jeunes et Internet, c'est dans Reporter ce soir, après le journal. Madame, messieurs, bonjour. S'il faut répéter souvent les mêmes choses aux enfants, ce n'est pas nécessairement de leur faute. Ce serait l'une des conclusions d'une étude d'un neuroscientifique canadien. Selon lui, avant l'âge de 3 ans, les enfants ont du mal à se souvenir. 2 spécialistes sont avec nous pour en parler. Avec eux, nous évoquerons aussi le fonctionnement de la mémoire de manière plus générale. Et puis pourquoi, dans certains cas, cette mémoire nous fait défaut. Mais avant cela, les principaux titres du journal de 13h avec cet incendie qui s'est donc déclaré hier en fin d'après-midi sur le site de l'entreprise NMLK à la Louvière. Le feu a pris dans une soudeuse du laminaire à froid. Des émanations d'acide chlorhydrique ont été constatées. C'est la raison pour laquelle plusieurs habitants ont dû quitter leur domicile pendant plusieurs heures. Après avoir maîtrisé le feu hier soir déjà, les pompiers étaient toujours présents ce matin pour éviter une reprise de cet incendie. Des perquisitions hier chez les motards du club des Hells Angels à Charleroi. 14 perquisitions au total, 7 personnes déférées devant le juge d'instruction et parmi elles, 5 personnes se sont vues décerner un mandat d'arrêt. Les motifs d'inculpation sont l'organisation criminelle, l'extorsion, la détention d'armes, le faux et l'usage de faux. La boîte mail privée d'Elio Di Rupo, piratée, son contenu a été copié sur un disque qui a été transmis à la rédaction du journal de Morgan. Il s'agit donc de mails privés datant des années 2004 à 2008. À l'époque, Elio Di Rupo était président du PS dans un premier temps, ministre-président wallon dans un second temps. L'actuel Premier ministre n'a pas indiqué pour l'instant s'il comptait porter plainte. Une première en Belgique, un vaisseau spatial qui stationne plusieurs jours sur un parking d'un grand magasin. C'est à Bruxelles. Il s'agit d'une opération publicitaire qui permettra éventuellement de gagner des tickets pour un voyage dans l'espace, avis aux amateurs. Et puis la météo, c'est la bonne nouvelle. Le ciel se dégage cet après-midi et il restera dégagé pendant tout le week-end. Les températures pourront aller cet après-midi jusqu'à 23 degrés. La mémoire. 2 invités donc avec moi pour en parler. Jean-Christophe Bire, vous êtes responsable de la clinique de la mémoire à l'hôpital Erasme. Bonjour. Bonjour et bienvenue. Et Axel Cleremans, vous êtes professeur en sciences cognitives à l'ULB. Monsieur, bonjour. Bonjour. Monsieur Cleremans, cette étude d'un scientifique québécois, c'est bien ça? Oui. Canadien, voilà. Qui conclurait donc que les enfants qui ont moins de 3 ans auraient du mal à mémoriser les choses. C'est une nouveauté? Alors, ce qui est nouveau, disons, c'est l'hypothèse particulière que les auteurs proposent pour expliquer ce phénomène que l'on connaît, qui est celui de l'amnésie infantile. Ouais. C'est-à-dire le fait qu'avant l'âge de 3 ans, nous n'avons que très très peu de souvenirs, voire aucun souvenir. Ouais. Et qu'avant l'âge de 7 ans, les souvenirs que nous avons de notre enfance sont quand même très parcellaires, très morcelés, mélangés aussi avec les choses qu'on nous a racontées plus tard à propos de notre enfance, et donc on ne sait pas très bien. Et donc ce qu'il propose comme hypothèse, c'est que ce déficit mnésique qui concerne la petite enfance est lié au processus de neurogénèse, c'est-à-dire au fait que le cerveau des jeunes enfants est encore en train de se développer, après la naissance donc. C'est un processus qui continue d'ailleurs bien au-delà de la naissance, puisque le cortex préfrontal, qui est celui dans lequel on trouve les plus hautes fonctions cognitives, continue à se développer jusque bien au-delà de l'adolescence même. Donc, on parle de 30 ans. Hein, donc, mais donc l'idée, c'est que chez le jeune enfant, il y a l'apparition de nouveaux neurones après la naissance dans des structures que l'on sait être associées à la mémoire, donc par exemple l'hippocampe. Et l'hypothèse que les auteurs proposent, c'est que l'apparition de ces nouveaux neurones interfère avec la fonction des neurones déjà présents. Ah oui. Et donc va interférer avec la formation de nouveaux souvenirs finalement. Et donc ils ont testé cette hypothèse chez le rat en parvenant à induire l'apparition de nouveaux neurones
dans l'hippocampe de rats adultes et en s'arrangeant pour diminuer l'apparition de nouveaux neurones chez de jeunes rats. Et on voit des effets qui sont congruents avec l'hypothèse, c'est-à-dire qu'on facilite alors le souvenir chez ces jeunes rats, chez qui on a inhibé la production de nouveaux neurones, alors qu'on interfère avec la mémoire chez des rats adultes, chez qui on a promu la formation de nouveaux neurones. Alors, Monsieur Beer, ce serait la raison pour laquelle, et je l'ai évoqué en début d'émission, mais est-ce que ce serait la raison pour laquelle il faut répéter plusieurs fois les mêmes choses aux enfants, ou bien est-ce que c'est aussi lié à d'autres causes? A priori, je pense qu'on parle de deux choses différentes. Le fait est que dans l'étude dont on parle, le point d'intérêt est la difficulté à récupérer une information par ailleurs acquise. Donc ce sont des enfants, ou des rats dans ce cas présent, qui acquièrent une information et qui la perdent plus rapidement qu'une population plus âgée, des suites du fait d'une néogénèse neuronale. Chez l'enfant, quand on dit qu'il faut lui répéter les choses, c'est souvent qu'on sous-entend qu'il n'acquiert pas l'information, alors que de fait, il l'acquiert aussi, mais c'est aussi un problème de contrôle. C'est aussi un problème de contrôle que l'enfant aura sur une envie d'aller à l'opposition de ce qu'on lui propose, plus qu'un problème de mémoire. Un problème de comportement, mais aussi peut-être en partie parce qu'ils ont tendance à oublier les choses. Je pense sincèrement que non. Lorsque les enfants ont tendance à ne pas faire ce qu'on leur demande et qu'il faut répéter les choses, c'est rarement parce qu'ils ont oublié l'information. Et entre nous, en lien aussi avec le fait que le lobe frontal met un certain temps à être mature, et que c'est le lobe frontal qui gère effectivement le contrôle et qui inhibe des pulsions et des envies qu'on peut avoir de ne pas obéir nécessairement à ce qu'on nous demande de faire. On va passer à une première question d'une téléspectatrice. Sophie Delfos, comment expliquez-vous que certaines personnes soient plus douées que d'autres pour apprendre les langues? Est-ce que c'est lié à la mémoire, Monsieur Beer? C'est une question compliquée. Oui, c'est une question compliquée parce que, en fait, ça dépend comment on définit la mémoire. Alors, la mémoire, on peut la définir comme la capacité d'encoder, de stocker et de restituer une information. Le langage, alors, doit être encodé, stocké et puis restitué. Mais on a tendance à considérer que le langage est une autre fonction cognitive que la fonction purement mnésique. D'ailleurs, même s'il y a la mémoire qui intervient effectivement bien dans entendu, l'apprentissage comme d'une langue. dans la plupart des informations qu'on cherche à acquérir, que ce soit effectivement conduire un véhicule, que ce soit apprendre une nouvelle langue, que ce soit apprendre à jouer aux échecs, systématiquement, ça demande un apprentissage, donc de faire preuve de mémoire. Mais dans le cas du langage, par exemple, on peut très bien perdre la capacité de s'exprimer verbalement, donc perdre le langage, sans perdre ses capacités mnésiques. Et l'inverse étant possible. Perdre la mémoire, mais toujours être capable de parler. Absolument, mais il faudra définir la mémoire qu'on perd, sachant que la mémoire elle-même, lorsqu'on parle de syndrome amnésique, pourrait être subdivisée en diverses entités variables en fonction de ce dont on parle. Ouais. Monsieur Clermans, est-ce qu'on est tous égaux devant la mémoire? Est-ce qu'on a tous a priori les mêmes capacités? Ou est-ce que c'est en partie génétique et que certaines personnes ont plus de capacités que d'autres? Bon, ou est-ce que c'est uniquement une question d'exercice? Non, pas du tout. Donc là aussi, c'est une question très complexe parce qu'elle fait intervenir à la fois des facteurs génétiques, épigénétiques, développementaux, psychologiques, etc. Donc on a là un ensemble de facteurs qui intéressent la mémoire, par rapport à laquelle il est important aussi de rappeler, comme vous le disiez, que c'est pas un système unique. Donc, en fait, il y a un fouillis conceptuel et théorique. On distingue toute une série de systèmes de mémoire différents qui intéressent différentes capacités. Et donc, on peut avoir une très bonne mémoire dans certains domaines et une moins bonne mémoire dans d'autres domaines. D'ailleurs, on le dit, j'ai une bonne mémoire visuelle, par exemple, ou quelque chose comme ça. Ça montre bien, intuitivement, si vous voulez, que la mémoire est fractionnée en différents systèmes qui intéressent différentes facultés. Alors, il est incontestable qu'il y a des différences individuelles entre les personnes. Il y a même des cas spectaculaires d'hypermnésie, donc des personnes qui se plaignent de ne pas parvenir à oublier ce qui leur est arrivé. Ça, c'est parfois gênant dans la vie quotidienne. Parce qu'heureusement qu'on oublie des choses, sinon... Bien sûr, l'oubli est fondamental dans les processus de mémorisation. Ça, il faut bien le savoir aussi. Si on se rappelait de tout, comme c'est le cas pour ces patients qui souffrent de ce syndrome d'hypermnésie, ça suscite vraiment une anxiété, parce que ce sont des gens qui peuvent vous dire « Oui, en 1984, le 5 juin au matin, voilà ce que j'ai mangé et avec qui j'étais et voilà la conversation que j'ai eue. » On peut aussi évoquer ici des syndromes comme le syndrome de stress post-traumatique qui, là aussi, dans des circonstances particulières, fait qu'on ne parvient pas à se débarrasser d'un souvenir. Et puis alors, il y a certaines personnes qui souffrent de formes d'autisme qui leur permettent cependant de fonctionner correctement dans la société, donc le syndrome d'Asperger, qui montre souvent
souvent aussi des capacités nettement plus importantes de mémoire. Et donc il y a des différences individuelles qui sont en grande partie, je pense, liées à des facteurs développementaux et génétiques, mais qui dépendent aussi sans doute, bien sûr, de la pratique. Et donc il y a des systèmes de mémorisation, par exemple, auxquels on peut faire appel. C'est comme ça qu'on peut parvenir à se rappeler des 10 000 premières décimales du nombre pi. Ça, vous pouvez faire aussi. Ça À propos de la mémorisation, on est en période de blocus pour les examens. On a eu plusieurs questions d'étudiants, et un étudiant posait la question, est-ce que la capacité de la mémoire est limitée ? Est-ce qu'il y a un moment où on ne peut plus emmagasiner de nouvelles données ? J'imagine que ça les intéresse en cette période de préparation d'examen. C'est une question complexe. En pratique, elle est limitée. Ah oui. Est-ce qu'on peut la croître ? Probablement que oui. Le fait est que l'encodage se fait suivant un réseau neuronal d'activation qui fait que plus vous aurez d'informations, plus en théorie vous devriez pouvoir en mettre d'autres. Mais il y a une limite, c'est indéniable. On n'est pas capable d'apprendre sans limite. Et concrètement, les souvenirs, ce qu'on peut mémoriser, ça se situe quelque part dans le cerveau ou c'est plus général que ça et ça se situe à différents endroits ? C'est plus général que ça, mais si on parle de la mémoire épisodique, qui est la mémoire à laquelle on fait préférentiellement référence, en particulier dans l'étude, quand on parle d'amnésie infantile, on veut dire, on ne se souvient pas d'épisodes précis de sa vie, de moments précis que l'on a fait avec quelqu'un ou dans certaines circonstances. C'est cette mémoire-là qu'on parle, et elle s'encode préférentiellement justement dans l'hippocampe, qui est cette zone qui bénéficie d'une neurogénèse après la naissance, jusqu'à 7 ans certainement, voire bien après encore. Puisqu'on parlait de périodes de mémorisation comme le blocus, est-ce qu'il est vrai que le sommeil joue un rôle important dans la mémorisation ? Oui, c'est indéniable, absolument. Bien dormir est même crucial, non seulement pour... Tout cela. Outre le fait d'être en forme, alors, il se passe quelque chose pendant le sommeil qui fait que... Il y a beaucoup de théories et d'explications possibles quant à comment ça marche. Ce qui est certain, par contre, c'est que le fait de dormir aide à restituer une information qu'on a acquise avant de dormir et à enregistrer de nouvelles informations après avoir dormi. Et donc, indéniablement, le fait de dormir... Est-ce que les rêves peuvent jouer un rôle ? Puisque souvent, on rêve de choses qu'on a pu vivre dans le passé assez récent. Ce serait idéal, évidemment, pour les étudiants de rêver de ce qu'ils ont pu lire pendant la journée et donc d'étudier finalement pendant la nuit. Quand on se concentre sur quelque chose pendant la journée, les rêves, le contenu des rêves est souvent enraciné dans les expériences que l'on a vécues dans la journée ou dans la préoccupation que l'on peut avoir, par exemple, avec ce qui va se passer demain. J'ai le souvenir de rêver comme ça, de passer l'examen que je devais passer le lendemain à de nombreuses reprises. Et ça se passait souvent comme ça se déroulait dans vos rêves ou... Ça, je n'ai plus de souvenirs très précis. Mais disons que oui, le rêve, on s'interroge sur la fonction du sommeil paradoxal donc c'est la phase du sommeil au cours de laquelle on rêve le plus et sur les différences en termes de processus mnésiques qui intéressent le sommeil paradoxal versus d'autres formes de sommeil. Mais dans tous les cas, les théories, je pense, envisagent l'idée que ce qui nous arrive est d'abord encodé dans cette structure qui est l'hippocampe, et puis qu'au cours du sommeil, il y a des processus de consolidation au cours desquels ce qui a été encodé dans l'hippocampe est progressivement transféré dans une forme de mémoire à plus long terme qui concerne alors d'autres régions du cortex cérébral. Et donc il y a une sorte de replay au cours de la nuit, si vous voulez, au cours de laquelle ces souvenirs sont renforcés et ensuite transférés pour un stockage à plus long terme dans d'autres régions du cerveau. Il nous reste très peu de temps, ça a été très vite. On n'a pas le temps de prendre la question d'un nouveau téléspectateur, mais peut-être juste une question dont je me souviens, en l'occurrence, quelqu'un qui demandait si après 80 ans, on était encore capable d'apprendre et de mémoriser. Absolument, sans le moindre doute. Un cerveau non malade est capable d'apprendre tout au long de sa vie. Et un cerveau malade, sachant qu'après 80 ans, il y a un risque que le cerveau présente des maladies, est lui aussi capable de continuer à apprendre, parfois sous conditions et parfois avec des capacités qui sont cependant très diminuées des suites de la maladie. Alors les capacités de mémoire et les pertes de mémoire des personnes plus âgées notamment, on en parlera peut-être dans une autre émission. Merci à tous les deux d'avoir participé à ce RTL+. Lundi, nous parlerons du passage devant le tribunal d'application des peines de Marc Dutroux et de Michel Lelièvre. Ils demandent tous les deux leur libération conditionnelle. Je souhaite un bon week-end. Dans un instant, le journal de 13h. Vous souffrez aussi de constipation ? Pourtant, vous mangez plus sainement. Vous buvez davantage d'eau. Vous bougez plus, sans obtenir le soulagement espéré. Essayez Dulcolax Bisacodyl. Grâce à son enrobage spécifique, les comprimés agissent là où il faut. À prendre le soir pour un effet dès le lendemain. Dulcolax Bisacodyl. Faites-lui confiance. Pourquoi, en Italie, les pizzas sont-elles cuites dans un four à pierre ?
pour les rendre parfaites. Comme la nouvelle four à pierre traditionnelle, la pizza directement cuite sur pierre. Incroyablement croustillante à l'extérieur, délicieusement aérée et moelleuse à l'intérieur. Telle une pizza cuite sur pierre, comme en Italie. Vous la trouverez aussi au rayon surgelé. Nouveau, la pizza four à pierre traditionnelle et de Dr Oetker. Comme une pizza cuite sur pierre devrait être. One Million Intense, le nouveau parfum pour homme de Paco Rabanne. Nous avons une alerte de niveau 3. 2 individus enrobés, un grand et un petit, sont en cavale. Nous devons les attraper. Mais attention, ils sont criminellement délicieux. Rouge, tu crois qu'on va nous retrouver? Aucune chance. Retrouvez Rouge et Jaune grâce au code situé dans les packs et gagnez jusqu'à 10 fois 1000 €. Ah, organiser un barbecue au soleil. Inviter ses amis pour le samedi 2. Non, le 9. Non, pas le 9, le 23, bingo. Choisir un menu adapté et adapter le menu parce que Stéphane est allergique aux fruits de mer, Julie ne supporte pas le sang. Et puis, après avoir trouvé le babysitter le plus qualifié, vous pouvez enfin profiter d'un repas bien arrosé. Parce que vous avez surtout besoin d'appeler et d'envoyer des SMS. Mobistar a créé Kangourou carte rechargeable. À chaque recharge de 15 €, recevez 1 heure d'appel et 250 SMS en plus. Devenez Kangourou sur mobistar.be. Have a nice day. Gourmande et fraîche, les recettes du délice pour régaler ses amis et sa famille sous le soleil. Gratuit avec Femmes d'aujourd'hui. Tellement nous. Découvrez